Bonsoir chers téléspectateurs, merci d'être une fois de plus avec Expression, votre émission qui donne la parole à l'ensemble des acteurs de la culture négro-africaine sous toutes ses formes. Meilleurs vœux 2021, beaucoup de santé et tout ce que vous voulez. Voilà, on sera là avec vous en 2021 pour vous accompagner dans la découverte de la culture, de la littérature africaine et de la culture africaine en général. Nous recevons un professeur de lettres, M. Fatou Koudenoupo, pour nous parler de sa pièce de théâtre intitulée Une promesse. Et ensuite, nous aurons No, le talentueux slameur gabonais. On va terminer cette émission par la troisième partie, le coup de cœur de Innocente, qui va nous parler d'un film qui aujourd'hui a énormément de succès à travers le monde. Fatou Koudenoupo, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Voilà, tu connais Innocente Issoulé. Alors, on va parler de ta pièce de théâtre, Une promesse. Alors, moi, quand je regarde, après lecture, la question que je me suis posée tout de suite, c'est qu'est-ce qui a motivé la rédaction, l'écriture de cette œuvre? Merci, Courant. C'est l'observation de tout ce qui m'entoure. Le comportement que nous affichons dans notre quotidien. Et je vois également nos relations avec certaines divinités, avec l'espoir peut-être de réussir certaines choses. Par rapport à cela, je me suis dit, mieux vaut rédiger quelque chose. Et j'ai pensé à ce genre, une pièce théâtrale bien sûr, en 4 actes pour faire passer le message. Fatou, il semble que vous avez voulu montrer la dimension mystico-spirituelle du Bénin. Pourquoi alors l'avoir écrite en 4 actes et 4 à 5 scènes à l'image des pièces occidentales? Merci. Nous avons beaucoup travaillé sur des pièces théâtrales occidentales, n'est-ce pas? Bon, ça a peut-être influencé ce que je veux faire. Je n'ai pas choisi copier la littérature française. Comme objectif, j'ai voulu faire passer ce message-là sous la forme théâtrale. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je me suis dit qu'on ne peut pas mettre une frontière entre la littérature française et la littérature africaine. C'est juste. Mais moi, je me serais attendu, te connaissant, oui. justement, innover en proposant un genre. Quand je regarde nos tenues que nous portons, oui. J'aurais été séduit que tu nous proposes un genre, vu ton expérience, parce que tu es retraité actif. Donc voilà, ta contribution aurait été, par exemple, de proposer un genre qui s'écarte, ou qui a une forme d'originalité, qui n'a rien à voir avec la forme théâtrale occidentale. Voilà pourquoi j'ai l'impression que c'est pour ça que Innocente pose cette question-là. J'ai compris sa question, mais seulement, je veux rendre le travail un peu vif, expressif, pour que les gens puissent rapidement... Ça se lit très rapidement, très facilement, et puis le message passe. C'était mon objectif, tout simplement. Sinon, j'ai pris bonne note. Bientôt, vous allez voir, je vais peut-être essayer d'innover et d'amener autre chose. Je m'appuie sur une citation de votre préfacier, M. Igor Mombo, chargé de cours de langue et de culture espagnole, qui dit, et je le cite, « La lecture profonde de cette pièce nous permet de nous questionner sur le pourquoi et le comment de notre réalité quotidienne. » Monsieur Fatou, n'est-il pas temps pour nous autres Africains, en 2021, là, de mettre plutôt l'accent sur la réalité au lieu de commencer à regarder du côté mystique? Merci, M. Soulé. Le mysticisme garde toujours son importance d'une manière ou d'une autre. Pourquoi je le dis? À un moment donné, on a été envahi par, c'est comme ça que je le dis, les religions monothéistes, vous voyez bien. Et pourtant, ceux qui sont là, ils regardent toujours de l'autre côté. Pourquoi? Qui ceux-là? Les monothéistes comme nous. Oui. Il y en a. Je précise que tu es musulman. Bien sûr. D'accord. Il y en a qui sont musulmans, qui sont chrétiens, catholiques ou protestants, mais la nuit, ils vont toujours de l'autre côté. Pourquoi? Ou bien quand ils sont en difficulté, ils vont de l'autre côté toujours.
pour aller Est-ce voir... que ce n'est pas une faiblesse de la foi? En tant que Béninois, nous cohabitons, nous sommes avec les animistes, les chrétiens, nos musulmans, nous sommes tous, on cohabite tout le temps. D'ailleurs, c'est ça qui m'a permis d'écrire ce que j'ai écrit là. En symbiose. Oui, on est en symbiose tout le temps. Donc nous voyons comment les choses évoluent. Nous voyons que les gens, pour la plupart, ils ne sont pas, quand ils se disent catholiques, ils sont aussi de l'autre côté. C'est quand tout va bien, mais quand ça va mal... Quand ça va mal, il faut se référer alors à un féticheur quelque part. Ça veut dire que le mysticisme est ancré dans leur mémoire quelque part. Là, je le dis en tant que Béninois. Moi, je n'ai rien contre eux. On peut parler de syncrétisme religieux d'une manière ou d'une autre. On est ici, on est là-bas. Alors, oui, Fathiou, on parle de syncrétisme religieux. Il y a toujours des personnes qui affirment que le vernis occidental craque dès que le nègre est angoissé. C'est ce qu'il vient de dire. Mais moi, je pense que ce n'est pas la religion traditionnelle. Les religions traditionnelles africaines, ce sont des religions à part entière. Y aller quand ça va mal, c'est une insulte à la culture traditionnelle africaine. Soit on est musulman, soit on est dans le vaudou. Le vaudou est une religion. Je ne parle pas de l'animisme en général, moi je donne une religion précise. Quand je dis musulman, c'est une religion précise. Le vaudou, attends, je n'ai pas fini de parler. Le vaudou, c'est une religion à part entière. Et dire qu'on y va pour régler des problèmes parce qu'on y va pour les fétiches, c'est une insulte à la tradition. Ceux qui vouent un culte au vaudou ont une religion qui n'est pas inférieure aux autres religions. Même si ça concerne les religions révélées, le vaudou n'est pas inférieur aux autres religions importées. Ça, je ne suis pas d'accord. C'est personnel. Moi, je n'ai jamais dit ça non plus. C'est une faiblesse de je foi. Je n'ai jamais dit ça. Je suis en train de critiquer ceux qui se comportent comme ceux-là. Si vous êtes catholique, restez catholique. Vous êtes musulman, restez musulman. N'allez pas là-bas quand vous sentez que vous êtes en difficulté ici. Donc, peut-être pour revenir à ton idée d'apport dans le concert de la mondialisation, est-ce qu'on ne peut pas établir un rapport de complémentarité entre ces deux types de foi? On peut le dire dans une certaine mesure. Il ne faut pas forcément les opposer, il ne faut pas les mettre dans une hiérarchisation non plus. Là, ce n'est pas bien. Si on parle d'hiérarchisation, ce n'est pas bien. Voilà. Je rejoins une personne qui dit que là, c'est une religion comme tant d'autres. Le drame, c'est que quand les religions monothéistes sont arrivées, là, on nous met dans la tête, là-bas, c'est la sorcellerie. Ici, c'est le fétichisme. C'est comme ça qu'on a mis dans la tête des Africains. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de l'autre côté, on ne veut plus sentir quand tu as un parent là-bas, c'est un sorcier. C'est la même chose dans le Buiti. C'est comme ça. Au Gabon. Donc ce sont ces gens qui sont arrivés là, qui ont mis dans nos têtes respectives ici que c'est la sorcellerie. Et je ne suis pas pour. Je veux qu'on reconnaisse quand même la valeur de ces choses-là. Oui, mais... C'est ça ma préoccupation d'ailleurs. Oui, mais ta valeur, ta façon de valoriser ces religions qui est un peu... Ça veut dire tout simplement qu'il y croit. Il a sûrement été plusieurs fois consulter le vaudou dans sa vie. C'est quand parce qu'il ne le dit pas, mais c'est clair. Quand il explique le détour ou le retour des musulmans ou des chrétiens dans les temples... C'est ce que nous vivons, hein? C'est ce que moi j'ai vécu. Ça ne veut pas dire forcément que ces retours-là sont motivés par... Dans ma collectivité, par exemple, nous avons des chrétiens, nous avons des animistes, et pourtant nous sommes dans ta collectivité? Oui. De vaudou? Non, la famille. Oui, la famille. Élargie, bien sûr. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Il y a des prêtres, il y a des vaudouistes. Oui, il y en a. Et j'ai également des musulmans. Protestants, prêtres, comme oncle. Ça. Fathiou, pouvez-vous expliquer, décoder aux yeux des téléspectateurs le titre et l'intrigue de votre pièce? Merci beaucoup. Le titre, c'est bien Une promesse. Sens. Une promesse, ça veut dire, pour ceux qui ont bien lu l'œuvre, quand on voit l'intrigue même, au départ, il y a... on est allé voir Huito
pour demander le chef de famille pour enrôler son fils. Son fils. Donc il va aller en guerre. Il va aller en guerre. Il y a le risque de ne plus revenir. De ne plus revenir. Et sa maman a dit que depuis que les gens partent d'ici là, personne n'est revenu. Or, c'est mon fils, c'est mon garçon unique. C'est ça qui a suscité la volonté d'aller consulter. Les esprits. Après consultation, on a dit il ne va pas revenir. Mais s'il doit revenir, il faut dire qu'à son retour, quand il aura son premier fils, il faudrait que ce premier fils-là soit adepte de ce vaudou, bien de cette divinité. Ils ont accepté. Effectivement, il est parti. Et comme prévu, il a été atteint. Bon. D'une balle au ventre. Mais il n'en est pas mort. Il n'en est pas mort, il est revenu. Maintenant, lui ne veut pas. Quand il fait d'enfant, il fait un garçon. Et il ne veut pas respecter la promesse. Donc voilà la promesse même. Maintenant, l'enfant, c'est lui-même Mendé, son enfant, Miflisso, c'est-à-dire il faut se rappeler le passé. C'est l'explication du nom. Il faut se rappeler le passé. Donc, lui, il a refusé et il s'est marié. Ne sachant bien, il ne s'est peut-être pas rappelé, il ne sait pas qu'il y a eu une promesse qui a été faite. Il y a des difficultés maintenant pour faire d'enfants. Conçoivent. Dans la consultation, toujours, il a été révélé qu'il y a été une promesse, qu'il y a eu une promesse qui n'a pas été honorée. Il ne se reconnaît pas dans cette promesse-là. On a approfondi la consultation. Et finalement, c'est la promesse qui a été faite par son grand-père quand son père devait aller en guerre. Bon, donc c'est comme ça qu'il a essayé maintenant d'honorer, d'aller au couvent. D'aller au couvent comme on a dit. Et on fait la réparation. Oui. Et c'est suite à cela que sa femme va concevoir. Et ils ont eu leur enfant appelé l'héritier. Moi, le problème que j'ai ressenti quand j'ai lu la pièce, c'est que je ne vois pas de pièce de théâtre. Et la question que je te pose par rapport à cela, je voudrais savoir, est-ce que cette pièce a déjà été jouée? D'abord, parce que je veux savoir ce qui s'est passé pour qu'on ait un rendu tel que nous l'avons entre les mains. Est-ce que cette pièce a été déjà jouée? Bon, je ne sais pas pourquoi vous dites que vous ne voyez pas une pièce de théâtre. Non, parce que si cette pièce a été déjà jouée, je voudrais bien entendre ce que le metteur en scène en a fait, ce que le metteur en scène a eu comme difficulté. Parce que si c'est une pièce, il y a, je pense que par rapport au didascalie, par rapport au rythme des événements, par rapport à la succession des actes et des scènes, des actions, c'est très très compliqué. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que s'il doit y avoir un metteur en scène, il faudrait qu'il soit un extraterrestre. Sinon, il ne parviendra à rien du tout. Ça, c'est certain. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de déséquilibre. Beaucoup de déséquilibre par rapport aux actes. Parce que l'acte, quand même, les actes quand même doivent être assez équilibrés. C'est pour le rythme de la pièce, quoi, le rythme de la succession des événements. Et moi, quand je vois cette pièce, il n'y a qu'une intrigue, c'est pas ça le problème, d'accord? Mais cette pièce où c'est une pièce qui tire dans le temps. Et pour matérialiser ça sur les planches, pour mettre en scène cette pièce, n'est-ce pas, ce sera vraiment difficile. C'est bien une pièce de théâtre. Moi, en tant que prof de lettres, si je veux écrire une pièce de théâtre, j'ai publié un roman. Je n'ai pas dit que c'était une pièce de théâtre. J'ai publié une nouvelle. Je n'ai jamais dit que c'était une pièce de théâtre.
Si je dis que c'est une pièce de théâtre, c'est que j'ai pris mes dispositions. Attendez, je continue d'abord. Oui, d'accord, mais est-ce qu'on peut dire qu'une pièce de théâtre n'est une pièce de théâtre que quand elle a déjà été jouée? Parce qu'il y a eu des écrivains qui ont dû renoncer à leur pièce ou réécrire la pièce ou demander aux metteurs en scène de les aider à refaire, à rénover une pièce seulement après l'essai du premier spectacle, de la première scène. Une pièce, pour moi, ne peut pas être appelée pièce de théâtre si elle n'a jamais été jouée. Parce que c'est le seul texte littéraire, qui est obligatoirement destiné à être joué. La pièce que vous avez entre les mains, là, pièce de théâtre, là, je l'ai présentée pour un concours littéraire, Grand Prix littéraire de la littérature béninoise, en septembre. Là. Septembre passé, là. Oui. Et elle a été sélectionnée parmi les trois meilleures pièces. Au Bénin. Au Bénin, bien sûr. Mais c'était bon de le savoir au début. Je peux vous transmettre les références là tout à l'heure. Les références que j'ai prises sur Google, parce que mon éditeur m'a appelé ici. J'ai pas envie de répondre que... Non, attendez. Vous dites que il faudra qu'on avance. Vous prendre le mot, c'est tout comme si ça n'a rien d'une pièce de théâtre. Oui, sauf si je ne vous comprends pas. Moi, je ne la sens pas pièce de théâtre, franchement. C'est Madame Courant. Laissez-moi vous dire, ceux qui ont constitué les membres du jury et qui l'ont apprécié et qui ont fait le travail jusqu'à ce niveau-là, c'est parce que je n'ai pas eu les moyens de voyager. Parce que la finale a eu lieu le 30 décembre. Mais si vous dites maintenant que ça n'a rien de... On va laisser parler la critique internationale après. Voilà, je crois que c'est mieux pour qu'on avance... sous les points de vue sont divergents, ça ne nous empêchera pas d'avancer. Je reviens à la question de la promesse, à l'intrigue là. Oui. Je l'ai vu comme un marchandage, n'est-ce pas, au niveau des comédiens. En tout cas, dans la restitution de cette réalité vécue dans cette société. On fait une promesse à une divinité pour obtenir quelque chose, c'est ça? Très souvent, c'est ça. Oui, donc c'est cela. Donc je vois cette pratique un peu comme un marchandage. Quelle place cette pratique de marchandage avec les esprits, quelle place peut-on accorder à cette pratique-là dans ce monde en mutation avec tout ce qu'on a comme Internet, les médias, les multimédias, l'industrialisation, comme je le disais tantôt. Quelle place ce marchandage-là peut avoir dans cette société en mutation où tout le monde est tourné vers l'Occident? Je ne sais pas. On peut aller marchander quelque chose avec eux. Ça va trop loin, où tout le monde est tourné vers l'Occident. Je pense que là, c'est aller dans l'excès. Je ne parlerai pas de marchandage. C'est un système mis en place où on dit, quand vous respectez telle chose, ou bien si vous avez besoin de telle chose, il faut forcément faire ceci. Bon, est-ce qu'il s'agit de marchandage dans ce cas? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On dit qu'il faut être adepte. Je vais demander les services de la divinité. Et je ne l'obtiens pas gratuitement. Je promets quelque chose. C'est ça la promesse. Ce n'est pas vous qui promettez. C'est qui? C'est l'oracle qui dit il faut faire ceci et il faut ça là. Et j'accepte de le faire. Si tu es allé là-bas, certainement tu sais pourquoi. Et si tu veux obtenir ce pourquoi tu es allé là-bas, on te dit que c'est comme ça. Ça fait marchandage. Marchandage, c'est le mot là que je n'arrive pas à... Ça peut arriver, hein, c'est un débat où on peut ne pas s'entendre. Oui. D'accord? Vous ne vous entendez pas, on va avancer. Dans l'acte 1, scène 1, les deux héritiers qui semblent sortir de l'eau selon Hueto sont un garçon et une fille. On se dit alors, voilà enfin une vision équitable. Selon le nom de la fille, cependant, le nom de la fille n'est pas cité. Même la mère, elle, la mère de Mindé est appelée, lorsque les recruteurs arrivent. Mais c'est juste pour la figuration. On lui demande de s'asseoir, elle attend qu'on lui demande de s'asseoir. Après, on lui dit de continuer à ses occupations. Donc, voilà. Quelle est aujourd'hui? Elle était là juste pour la figuration.
Quelle est aujourd'hui la place de la femme dans la société béninoise? Dans toutes nos structures. Ce qui est fait là, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. On sait que les femmes sont toujours mises en veilleuse. On n'a pas vu la maman intervenir. D'abord, elle a quoi à dire? Bon, la fille, on l'a envoyée au marché. Elle a quoi à dire, c'est ton point de vue? Ce n'est pas mon point de vue, c'est ce qu'on constate très souvent dans les sociétés traditionnelles. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. C'est parce qu'on ne leur donne pas la parole. Quand des femmes, je ne sais pas si tu as déjà été à des réunions de femmes, beaucoup de choses se décident là-bas. Et beaucoup d'idées. Moi, j'ai des rien fait dans les réunions de femmes, donc je n'ai jamais mis pied là-bas. Hein? Pardon? Tu me demandes si j'ai déjà mis pied une fois là où les femmes se réunissent. Oui. Moi, je ne suis jamais allé là-bas. Ah, voilà. Je ne suis pas une femme. Voilà, c'est parce que tu es catégorique, tu dis que les femmes n'ont... Enfin, dans ce... Je ne suis pas catégorique, c'est un constat. Vous n'allez pas me dire le contraire que dans les sociétés traditionnelles africaines, on ne fait pas une bonne place à la femme. On en avait parlé ici au niveau de Pile ou Face. Fatou, tu as dit... Oui, mais maintenant les choses évoluent. Tout le monde sait que les choses évoluent actuellement. Je ne parle même pas de maintenant. Depuis toujours, les femmes ont toujours eu à dire ce qu'on ne leur a pas donné la parole. Et je te dis, quand les femmes se sont réunies, elles ont sorti des idées. Et il y a plein de combats en Afrique qui ont été menés par des femmes et qui ont donné des résultats. Donc dire que les femmes n'ont rien à dire... Ça m'intrigue que ce soit un Béninois qui parle comme ça, dans la mesure où, quand on remonte, comme le disent les jeunes gens à des temps immémoriaux, nous connaissons les Amazones. Oui. Les Amazones sont des Béninoises et maintenant tout le monde, toutes les sociétés du monde s'arrachent la paternité ou la maternité des Amazones, alors que tout le monde veut oublier que ça vient du Bénin. Absolument. Alors on ne peut pas parler que les femmes sont reléguées au second plan au Bénin, c'est pas possible. Ce sont les hommes Parler qui des Amazones, après... ça c'est un aspect de la culture béninoise. Et les Amazones... Mais un aspect non négligeable. Non négligeable, bien sûr. Mais est-ce que ça occulte ce que la majorité des femmes est en train de subir? Ça, on est d'accord. Ce que les femmes subissent, ça, je suis d'accord. Mais moi, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand Amazones, là, c'est par rapport à... Non, je ne suis pas là. Oui. Ce que je dis, c'est quand tu dis parce que les femmes ont à dire quoi? Là, je dis parce qu'on ne leur a jamais donné la parole. Nous sommes dans une pièce de théâtre. On parle de la pièce de théâtre. Je dis, quand on a invité la femme, oui. Quelle décision elle a à prendre par rapport à ce que Pluton va décider? Là, ce n'était pas précis. C'est ce que je suis en train de dire. Là, maintenant, c'est clair. D'accord. Bon, c'est toi qui sors de là. Moi, nous étions là-dedans. Je ne dis pas non, retenez tout ceci tout simplement que tout le monde sait que les femmes sont reléguées très souvent au second plan dans les sociétés traditionnelles africaines. Ce n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dans les sociétés traditionnelles africaines. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord du tout. Pour toi-même, il faut rester cohérent. Quand tu estimes que le mysticisme a une place importante, les prêtresses là, il y a des femmes... Non, écoutez. N'allez pas sur les exceptions pour nous dire... Quand on parle de prêtresses, il y a combien de prêtresses? Moi, je vais parler... Les prêtresses du vaudou... Moi, je pense que c'est souvent, mon regard, en tout cas, d'observateur lointain. N'allez pas sur les exceptions. Je ne vais pas aux exceptions. Je ne vais pas aux exceptions. Oui. J'ai quand même vécu dans au moins 3 sociétés traditionnelles africaines. Oui. Au moins. Et dans toutes les sociétés dans lesquelles j'ai vécu, ce sont les femmes qui décident, qu'on le veuille ou non. C'est-à-dire, cette apparente discrimination à l'égard des femmes, elle est vraiment... Juste de façade. Oui, elle est vraiment de façade. Parce que ceux qui sont en dehors de cette société pensent que les femmes sont reléguées au second plan. Parce que quand ils arrivent, on voit les hommes sous la palabre, on voit les hommes au corps de garde, on voit les femmes dans les cuisines, dans la cuisine, et on pense qu'elles n'ont aucun pouvoir de décision. Alors que c'est elles qui dirigent la société, c'est elles qui dirigent les villages, c'est elles qui dirigent les familles, c'est elles qui dirigent le foyer. Dans la mesure où, c'est pas relatif. C'est relatif. C'est pas relatif. Je n'ai pas vécu hors de la société. Oui, mais c'est... Bon, donc, chacun apprécie. Quand on dit avec sagesse, la nuit porte conseil, ben oui. Parce que justement, ceux qui sont sous l'arbre à palabre ont l'occasion de parler à leurs épouses et relayer le lendemain tout ce qui a été proposé par les femmes. Oui, par les femmes. Faut qu'on dise, c'est comme ça que ça se passe.
C'est les femmes qui perpétuent cette tradition. Je ne dis pas non, mais retenez tout simplement. C'est les femmes qui perpétuent cette tradition, c'est les femmes qui perpétuent les décisions, c'est les femmes qui entretiennent les traditions et jouent très important. Très important. On n'a jamais dit que les femmes ne font rien. Moi, je n'ai jamais dit ça. Oui, mais que les femmes ne font rien. Second plan. Elles ne sont pas reléguées en second plan. On va encore une fois de plus, voilà, les idées divergent. On va arriver à la fin de cette émission-là. Mais moi, je voudrais, avant qu'on en arrive à la fin, passer à la partie critique. D'autant plus que j'étais entendu dire tout à l'heure qu'il y a eu un jury de gens compétents qui ont étudié ton œuvre là et qui en ont fait l'œuvre numéro 3 dans le casting, pour utiliser l'expression moderne aujourd'hui, des meilleures œuvres théâtrales ou je ne sais pas, quelque chose comme ça du Bénin. Moi, je suis un peu étonné parce que je sais ce qui se passe. Quand on a feuilleté ce livre-là, je vais vous dire ce que j'ai constaté. Par exemple, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, comme par exemple concernant les temps verbaux. Quand je prends les temps verbaux, le récit là, tu le mets au présent. Puis sans qu'on comprenne pourquoi, tu bascules dans le passé simple, à la page 15, dans les indications scéniques. Voilà, tu passes d'un temps à l'autre sans qu'on en comprenne la justification. À un moment, tu passes au passé composé à la page 20, tu dis ils sont tous partis à la maternité. Après, tu utilises le présent. Je ne comprends pas. Et quand on regarde la conjugaison... À quelle page, s'il te plaît? À la page 20. Il y a beaucoup de pages. Dans beaucoup de pages. Ou bien, bon, il ne faut pas citer pour citer. Bon. Quand il va à la maternité, on constate la grossesse et dans la même page, elle accouche. Non, attends, j'en suis pas encore là, Je parle juste des temps verbaux. Après, on va rentrer. Mais non. Quand même, il faut un peu d'élégance quand même. Attendez. Quand je vous ai laissé parler, laissez-moi continuer. Je constate qu'il y a des erreurs sur les temps, l'emploi des temps. Regarde, il y a des raccourcis incompréhensibles. Tu dis par exemple, Fagnon parle de sommes coûteuses, mais Hueto et Vignon déposent la somme requise. On ne sait pas quelle somme, il n'a rien dit, et puis tout de suite, il dépose la somme. Page 29, tu dis Vici enceinte. Attends. Non, laisse-moi continuer, après tu vas répondre. Non, je peux déjà répondre là. Nous avons affaire à une pièce de théâtre où on ne doit pas trop traîner en longueur. Si c'était un roman, j'allais développer, voir comment vous dire, comment est-ce qu'ils ont fait. Mais on ne peut pas faire ça quand il s'agit d'une pièce de théâtre. Et vous le savez bien, vous avez enseigné. Absolument. Bon, donc il faut rester dans le temps pour ne pas fatiguer les lecteurs ou bien les spectateurs. Il y a une durée. Fatou, j'ai lu des pièces de théâtre beaucoup plus longues, 3 fois plus longues que cette pièce de théâtre-là. Je ne me suis jamais épuisé. Je ne me suis jamais épuisé. Bon, il faut c'est quand même au niveau des techniques. Il faut le laisser finir. Attends, laissez-moi finir. Il y a un moment, tu dis Vici enceinte, page 29, je te donne les pages. Vici enceinte semble un peu fatiguée par les débuts de la grossesse. N'est-ce pas? Page 29. Vici enceinte semble un peu fatiguée par les débuts de la grossesse. Et tu dis tout de suite, quelques jours après, Vici entre en travail et l'enfant naît. Oui, et là, c'est une erreur. Au lieu de jour, je devais mettre moi. Bon, là, je l'ai constaté aussi. Après impression. Regarde à la page 23. Tu dis, regarde la réplique à la scène 4 en bas, la réplique de Mindé. Tu dis, accompagné de ses parents, combien d'autres Mindé attendaient l'appel? J'ai dit, il y a un problème de ponctuation. Tu devrais dire, accompagné de ses parents, combien d'autres, virgule, Mindé attendaient l'appel. Ça, c'est des rectifications qu'il faut faire. Ce sont des élèves qui vont lire, des personnes. Nous, on te demande, on te dit des choses que tu n'as pas vues. Et un jury ne l'a pas vu. Voilà pourquoi on te le dit. Regarde, il y a l'imprécision de l'espace de guerre. Tu dis, les soldats, voilà ce que tu dis, les soldats sont formés à la hâte et envoyés sur le terrain. Mais on ne sait pas, sur le plan spatial, on n'a aucune idée. Les soldats sont formés à la hâte et envoyés sur le terrain. Et tu parles d'une guerre. On ne sait pas de quelle guerre tu parles. Est-ce que tu parles du Bénin? Est-ce que tu parles de la... utile, c'est une imagination et je ne sais pas... C'est une imagination, c'est ce que j'ai dit, on ne comprend pas. On devait parler de cet espace-là, je crois que j'allais alourdir un peu le travail. Mais tu as parlé du Bénin, tu parles du Bénin, tu as imaginé, donc maintenant tu nous expliques. Mais quand quelqu'un lit, il ne comprend pas. Si quelqu'un d'autre prend cette vous n'allez pas me dire qu'il s'agit d'une guerre livrée au Bénin. Mais c'est toi qui le dis, il a envoyé sur le terrain, page 24, tu définis même la guerre derrière les bâtiments. C'est pourquoi j'ai dit, c'est l'espace Bénin, c'est la première... Le Bénin sort d'où?
Le Bénin sort d'où là? Mais j'attends la réponse à ta question. Parce Non, que c'est à toi qui poses la question. C'est toi qui parles de Bénin, moi je ne parle pas de Bénin. C'est une Mais imagination. Kouéto et tout ça là, c'est l'image du Bénin. Nous, attends, quand on lit cette œuvre-là, on se dit que tu parles de l'espace du Bénin quand même. Le personnage, quand même, c'est ancré dans un... Bon, j'ai choisi de prendre ces personnages-là, leur donner des noms avec des valeurs sémantiques, comme ça, pour qu'on sache que tel nom-là signifie tant, tel nom signifie tant. D'accord. C'est-à-dire que D'accord, je vais terminer. c'est une guerre qui a eu lieu au Bénin. D'accord, je vais La terminer. divinité dont j'ai parlé n'existe pas au Bénin. Bah oui. L'unité n'existe pas au Bénin. D'accord. Je termine. À la page 42, tu dis déjeuner à la place de petit déjeuner. Ils ont déjeuné, après ils sont allés au travail. Petit déjeuner à la place. Si on ne te dit pas ça, quelqu'un lit. Déjeuner à quel niveau? Page combien? Mais page 42, il y a une ligne, tu dis exaucer. Alors, exaucer, E-X-H-A-U-2-S-E-R. Comment il a écrit E-X E-X-H-A-U-2-S-E-R. À la place de exaucer, E-X-A-U-C-E-R. C'était les remarques que j'avais à faire pour justement l'amélioration de cette œuvre-là. Mais cette œuvre-là semble déjà une œuvre acceptée et bien placée dans les chartes au Bénin. Et je souhaite que ce soit le cas ici, qu'on l'enseigne ici et qu'on l'enseigne ailleurs. Tout à l'heure. C'est ce que je te souhaite, moi en tout cas, bon vent. Si nous avons été par moments discourtois ou là ça a été dur, ce n'est pas parce qu'il y avait des ressentiments, mais c'est l'esprit d'expression, échanger, critiquer, voilà, communier. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Une petite pause. No, merci d'être présent sur notre plateau. C'est ta maison. Tu connais déjà mes compagnons Innocent Courant. Très bien. Et Souley Agara. Si. Voilà. Nous, on est là. Je t'ai demandé de venir parce que j'ai été au courant et tu m'en as parlé d'un festival nommé Black History Arts. Yes. Je lis en tant que francophone, mais tu liras sûrement mieux que moi. C'est quoi justement ce festival-là? D'abord, ça fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Il y a eu beaucoup d'avancées et aujourd'hui, je vois que tu es à la tête, enfin tu gères, tu organises un festival Black History Art. C'est quoi ce festival-là? En fait, déjà bonjour encore à tout le monde, mais pour revenir sur le festival directement, c'est une conception personnelle. Pour moi, je pense que l'aboutissement d'un artiste, c'est qu'il ait son propre événement. Je parle d'un artiste de scène. On n'aurait pas besoin d'attendre que l'État organise un festival pour voir nous, ou on n'aurait pas besoin d'attendre qu'un autre rappeur, slammer organise son événement pour voir nous en fait. Donc selon moi, il faut qu'un artiste organise son événement pour que ce qu'on appelle sa fanbase puisse se dire non, moi j'attends l'événement de mon artiste parce que je veux le voir et ça va se passer telle date, tel lieu. Donc, porte la casquette du producteur, c'est ça? Non, à la base, c'est son événement en tant qu'artiste. Okay. Et après, je pousse le vice un peu plus loin et je me dis que... Enfin, c'est pas que je me dis, mais je suis pas du genre à être individualiste. Donc à faire un événement uniquement pour moi. Moi je suis du genre un peu fêtard. Donc si je fais un événement, j'appelle mes potes et puis on fait l'événement ensemble. C'est un peu ça le concept. Et derrière ça, c'est l'idée même de la poésie. Pour moi, la poésie, c'est fédérer les êtres et les arts. Et donc je fais un événement qui va fédérer les êtres et différentes disciplines autour de la mienne qui est à l'origine le spoken word que l'on appelle le slam aujourd'hui. Quelle différence avec les autres événements culturels qui valorisent l'art et la culture au Gabon? Alors le Black History Art, c'est un festival déjà un peu comme plusieurs festivals qui existent, mais selon la particularité serait l'idée de la réappropriation culturelle qui est mise en avant dans ce festival, mais surtout créer des liens entre
entre le continent africain et le continent américain. C'est pour ça déjà que le festival porte un nom anglais. En fait, l'idée c'est de se servir du combat mené par les Afro-Américains dans les années 1920. Je m'inscris vraiment dans cette thématique parce qu'en fait, la discipline que je pratique, qui s'appelle à l'origine le spoken word, prend ses racines dans les rues de Harlem. La renaissance de Harlem, hein? Exactement. Anticoulen. Voilà, exactement. Et donc, pour moi, ils l'ont tellement bien fait, ils ont tellement bien mené le combat de la décolonisation cervicale que je m'inscris dans cette idéologie-là et je me dis que l'Afrique en a besoin en ce moment. Et donc, pour moi, c'est prendre pour modèle directeur le combat mené par ces Afro-Américains et l'amener en Afrique. Une négritude à la remise au goût du jour. Non, je suis pas en train de t'interrompre. D'accord, mais quand tu dis que le slam a pris ses racines dans les faubourgs de Harlem, je suis d'accord pour Harlem, mais je pense que c'est un retour aux sources pour ces Américains-là. Parce que moi, le slam, tant que vous le faites là, je l'ai connu avant que le mot n'existe. Je l'ai connu avant la culture hip-hop. Au Sénégal, par exemple, on a un système. Tu dis spoken, tu dis quoi? Spoken word, voilà. Les mots parlés. Voilà, alors on a un spoken word, comme tu le dis, qu'on appelle le tasso. Le tasso. Tasso. Ah, c'est exactement comme le slam. Et le tasso existe. Le staccato de mots. Voilà. Et le tasso existe bien avant la culture hip-hop. Le tasso existe depuis des siècles et des siècles dans la culture wolof. Et je ne connais que ce tasso-là par rapport au wolof, mais je suis certaine, parce que je sais que l'esprit humain fonctionne de la même façon, je suis certaine qu'ailleurs en Afrique, il y a ce type d'expression artistique liée aux mots. Et peut-être que ces Américains-là sont en train de reprendre un retour aux sources dans la mesure où, par exemple, même le dub du reggae là, il y a un mythe qui affirme que ce dub vient du bruit que faisaient les chaînes dans les cales quand on les déportait dans les navires. Moi, je me dis, oui, c'est très beau, oui, c'est vrai, oui, les faubourgs de Harlem, oui, mais attention, peut-être que c'est un retour aux sources pour ces Américains-là qui viennent reprendre ce qui leur est dû et qui appartient à l'Afrique. Et que tu continues, et c'est ça qui est beau. Comme on parle d'Ali Farka Touré, après on s'est rendu compte que peut-être les autres là, en fait, c'est venu d'Afrique, etc. Tu vois, Ali Farka Touré, avec le jazz à la Nouvelle-Orléans, ils se sont rendus compte que c'est le même, comment vous appelez ça, le même tempo que ce que disent ces artistes maliens là, cette tradition malienne, ce chant malien, et pourtant ces personnes-là n'ont pas été en contact pendant ce siècle. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. En fait, l'idée du festival, c'est justement aller plus loin. D'accord. Le slam, en fait, si déjà j'ai parlé de spoken word, donc des années 1920, en vrai, le mot slam apparaît dans les années 1980. Oui, avec la culture hip-hop. Voilà, avec la culture hip-hop. Et donc, moi, j'amène déjà un peu plus loin. Au spoken word, et après je travaille avec une équipe assez talentueuse, assez cultivée, et donc qui sont allés chercher plus loin aussi la chose, pour dire que dans ce festival on aura des ateliers d'éducation artistique sur l'histoire des disciplines comme le slam, qui va expliquer on va peut-être venir même au niveau des griots, parce que en vrai, c'est un effet boomerang qu'on est en train de subir. On dit que tout part de l'Afrique. Après, il y a eu la déportation. Et puis là, c'est en train de revenir. Donc, ça revient, ça nous trouve, nous les jeunes, dans une ambiance urbaine. Et donc, nous, on va d'abord chercher là d'où ça vient. Donc, ça vient des États-Unis. Mais en fait, quand ça vient des États-Unis, ça vient ou ça revient d'Afrique. Et c'est cette histoire, en fait, que l'on cherche vraiment à raconter. Et donc, que ce soit le rap, que ce soit le slam, que ce soit le chant, par exemple, on aura pendant le festival un atelier d'éducation artistique sur le chant qui sera animé par Lauriane Ekondo,
qui est la fille de mon autre père, et donc qui viendra nous parler du rhythm and blues, du blues, du jazz, de la work song, etc. Et pourquoi pas de la chanson traditionnelle gabonaise même. C'est vraiment faire ce retour aux sources. Le public est attendu. C'est un public intergénérationnel. C'est parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui ne savent pas et on a des vieux qui aimeraient aussi se ressourcer un peu. Voilà. Justement, comment as-tu pu mobiliser autant de monde? Je parle par exemple de la marraine, je vais te laisser citer, qui est un monument international que tu as réussi à mobiliser avec toute cette équipe-là. Comment tu as pu Mais ça, c'est grand déjà que tu utilises l'expression, c'est un monument, parce qu'en fait, j'ai discuté avec elle, Annie-Flore Bachelilis, et je lui disais, sur l'affiche du festival... que les téléspectateurs vont voir d'ailleurs. Il y a le monument de la Renaissance africaine qui représente beaucoup pour moi. Et il y a le monument de la Statue de la Liberté. Et puis les gens me demandaient, mais pourquoi il n'y a pas un monument gabonais? Parce que tu es quand même gabonais, la première édition va se faire au Gabon, mais pourquoi tu n'as pas mis un monument? Mais j'ai dit, mais vous voyez bien, il y a un monument justement sur l'affiche. Et donc pour moi, le monument sur l'affiche, c'était justement Annie-Flore Bachelilis, qui est véritablement un monument. Une icône, vraiment. Un monument. Et en fait, comment j'ai fait pour réunir tous ces artistes, Justine Minsa, Michel Ndao, il y a aussi la nouvelle génération, le groupe African Legend, le rappeur Okos, le chanteur J Respect Me, la chanteuse Massi Ilema. Il y a plein de monde qui sont venus me donner de la force à ce festival, parce que le slogan même du festival, c'est donnons-nous de la force. Et le message? Je pense que le message, c'est aussi le slogan, c'est donnons-nous de la force. C'est mettons-nous ensemble, parce qu'on est dans une période assez difficile. Le Covid, les confinements, les couvre-feux, le manque d'activité artistique, et donc le secteur culturel subit... Voilà. Et il fallait que l'on se mette en équipe, que l'on se mette ensemble, que l'on se tienne par la main, que l'on réalise que véritablement chacun de nous est un maillon de la chaîne. Exact. Et si moi je prends la main de Soulé, je prends la main d'Innocente, l'énergie vient de Soulé, et puis ça passe, je prends cette énergie, je donne, ça tourne, mais ça revient chez moi. Et donc c'est vraiment ça l'idée, j'ai appelé humblement, j'ai demandé de la force, et c'est vraiment, ils ont vraiment répondu avec le cœur. Le festival il dure 1 mois. Ça aussi, c'est un gros challenge. Le festival il dure 1 mois, c'est du 1er février au 28 février. Déjà, j'aimerais revenir là-dessus, parce qu'en fait, février, c'est parce que aux États-Unis, parce qu'on prend les Américains, les Afro-Américains pour modèle directeur dans ce festival, aux États-Unis, le mois de février est institutionnellement dédié à la culture afro. C'est la raison pour laquelle le festival se passe en février. Et comme effectivement c'est tout le mois de février, c'est aussi la raison pour laquelle le festival se passe pendant 1 mois. Et donc on a un programme qui est établi dans 1 semaine, mais qui est multiplié par 4, parce qu'on parle de 4 semaines pour faire 1 mois. Donc les lundis et mardis, on a des ateliers d'éducation artistique. Les mercredis, on a des conférences. Les jeudis, on a un concours d'art oratoire dont la spécificité, c'est la langue vernaculaire. Les vendredis, on a ce que j'appelle la Black History Night, qui est en réalité le spectacle pluridisciplinaire qui mélange slam, rap, danse, etc. Et donc le lundi et mardi de la première semaine, c'est un atelier d'éducation artistique sur le chant animé par Lauriane Ekondo. La première conférence sera animée par Justine Minsa et Michel Ndao, dont la thématique sera sur la littérature et le théâtre dans la Black History. Le jeudi, on a le concours d'art oratoire, et le vendredi, l'open mic Black History Night.
La deuxième semaine, l'atelier d'éducation artistique lundi et mardi sera sur le rap, animé par le rappeur Lestat, qui est un grand frère aussi. Et donc le mercredi, on a la deuxième conférence qui sera axée sur l'agrobusiness et la préservation de l'environnement, qui sera animée par Fabrice Thiango et Tamara Sun. Le jeudi, concours d'art oratoire en langue vernaculaire, et le vendredi, Black History Night. La troisième semaine, c'est l'atelier d'éducation artistique sur le slam, qui sera animé par Lord Mike Picoul, qui est aussi un grand frère. Un programme structuré quoi, et intense, qui permet à chacun de pouvoir participer. Et sa capacité à nous restituer mes méthodes, c'est-à-dire parce qu'il a, je pense qu'il l'a porté, il a porté le projet. Il l'a porté, c'est comme un enfant qu'il a en lui, et ce n'est pas difficile d'en parler puisque c'est lui qui l'a conçu et qui l'a vu grandir. Et voilà, c'est ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passera à la fin? Quelle relation il y aura? Quelle connexion il y aura entre ce festival et le ministère de la Culture? Bon, ça, je pense que... Mais la question, elle est intéressante et pertinente, parce que justement, l'objet du festival aussi, derrière, c'est de faire en sorte que ce qui se serait dit pendant toutes ces conférences... je voulais donner les deux dernières conférences qui seraient sur le développement culturel à l'ère du numérique et la RSA, qui est la responsabilité sociétale de l'artiste. En termes entrepreneurial, on connaît beaucoup la RSE, qui est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais comme l'artiste aujourd'hui se veut d'être une entreprise individuelle, donc il faut sensibiliser l'artiste sur son rôle vis-à-vis de la société et interpeller donc le ministère de la Culture, qui est la tutelle, sur la responsabilité que ce ministère doit avoir vis-à-vis de cette entreprise qui est l'artiste. Et donc, au sorti de ce festival, on va consolider tout ce qui se serait dit pendant les conférences et en faire un plaidoyer qui serait déposé en fait au ministère de la Culture. Un mémorandum même? Un mémorandum, c'est exactement ça. Cette fois-ci, on propose en fait quelque chose. Peut-être même ça va aller à l'Assemblée nationale. Donc, comment tu as pu gérer toute cette logistique-là, côté financier, etc. Parce que tout ça m'a l'air lourd. Ah oui. Non, tu te grattes la tête, ça veut dire qu'il y a des soucis. Non, en fait, c'est un projet qui je sais pas comment dire. Tout à l'heure, elle parlait d'un enfant, et vraiment, pour moi, c'est plus qu'une œuvre, c'est quelque chose que j'ai à cœur, j'ai à l'esprit, et j'y ai mis tout ce que je pouvais mettre à l'intérieur. On n'a pas de sponsor dans ce festival. On a construit ce festival avec nos propres moyens. On a préfinancé le festival de nous-mêmes. On a fait de nous-mêmes, avec notre propre argent. Je ne sais pas comment dire ça. Je comprends. Mais voilà. Tout comme toi, on déplore l'absence de ceux qui devraient être à vos côtés. Hein? Et ça va se passer où? Le festival a deux sites phares. C'est le Centre culturel français qui nous accueille dans le cadre des conférences et du concours d'art oratoire. Donc ce sont ces accompagnements qu'on a quand même, la salle qui est mise à notre disposition et puis la logistique aussi. Donc on a le Centre culturel français et le Centre culturel américain. D'accord. Voilà, donc les lundis et mardis on sera du côté de American Corner et le mercredi et jeudi on sera du côté de l'Institut français. Après pour les Black History Night, c'est un peu délocalisé, c'est un peu dans des sites particuliers. On a le vignoble, on a
on a le Liroko, on a l'espace Ogwe. J'allais oublier la chose la plus importante du festival et ça je pense que les peintres vont me talocher là-dessus parce que j'ai travaillé avec des peintres en fait pour une exposition et c'est l'exposition en fait qui est le socle même du festival. Parce qu'elle est permanente. Ouais, c'est l'exposition qui permet que le festival dure 1 mois. Des peintres, des dessinateurs, voilà, une exposition dont la thématique a le nom de Miroir Ébène. Mais non, on se connaît quoi. Non, tu ne peux pas venir nous voir ici et tu t'en vas et on n'a pas entendu le nom que l'on connaît quelque chose qui vient de toi. Il faudra que tu dises au revoir aux téléspectateurs en nous lâchant un petit quelque chose de ton répertoire qui, je suis sûr, s'est renouvelé depuis la dernière fois. Ouais, quand même. En fait, je pense à quelque chose que je pense être super important et c'est dans cette idéologie-là vraiment que j'inscris le festival. Je ne vais pas donner le titre du slam parce que le titre n'est pas important, mais c'est surtout le contenu. J'ai dit témoin de l'histoire et des sciences, symbole de culture et garant de la connaissance, au sens lointain de l'ère où le livre était manuscrit, où les écrivains étaient des scribes, où l'action était de transcrire pour les générations futures. Le livre a traversé le temps et les espaces aussi. Vu qu'il est passé du papyrus au papier en passant par le parchemin, par le chemin de la littérature, on se rappelle bien que la pierre était la première forme de conservation de l'écriture. Auteur aborigène devenu chevalier de la Légion des Lettres, activiste de la vie de l'encre, de la plume et dorénavant du clavier, saisi de l'ige de l'hymne de ceux qui disent que le savoir s'aiguise, alors oui, si la pierre est à l'épée, ce que la lecture est à l'esprit, ça va sans dire qu'à force de lire avec le cœur, s'il se met à écrire, un jour le lecteur finira par dépasser l'auteur. And I believe. Évasion poétique, c'est l'histoire des Noirs à la recherche de l'art au-delà des lignes, des vers ouverts à travers un livre, car lire social est à la découverte d'un esprit libre. Donc voici l'ouvrage. Si tu veux cacher quelque chose à un Noir, faut l'écrire dans un livre. Voici l'outrage. Has-been. Mais comment ne pas être habile lorsque tu entretiens une relation personnelle avec un livre qui délivre les mystères de la vie? Non, je ne te parle pas seulement de la Bible, mais de tous ces livres saints qui enseignent que le sage ne fait pas le monde, que la Bible ne fait pas le moine, aussi vrai qu'il est dit que la couverture ne fait pas le livre. Alors à l'heure où le cinéma, la musique et les réseaux sociaux étouffent l'oxygène du savoir, va savoir. Moi, je suis tombé love du livre et chaque soir au chevet de mon lit, il me dit no, I just wanna live. Alors si comme moi, toi aussi, tu as appris à lire avant de savoir écrire, je t'invite vite à venir faire vibrer les lignes, à pouvoir émouvoir et pourquoi pas promouvoir le pouvoir du livre, divisant en chapitres, en parties, en tomes et en volumes. Lorsque le livre parle, ces pages deviennent des clés de lecture de la vie. Enfin, issu d'une tradition orale, j'ai lu pour affiner mon expression. Et pour finir, j'aimerais affirmer que lorsqu'il s'agit de faire du livre un best-seller, le roman fait l'amour au mot, mais au moment du lyrique dramatique ou encore épique, tout le monde sait que la poésie, c'est la best, nigga. Non, quand même, les téléspectateurs ont entendu, ont vu, ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien pour comme une amoureuse du livre comme moi. Absolument. Ben, on va terminer en beauté. Ça, c'était un feu d'artifice. Innocente, tu vas continuer le feu d'artifice par ton coup de cœur. Ce qui est sûr, moi, je ne sais même pas ce que je dois dire après ça. Je crois qu'on doit arrêter l'émission, mais on va parler de quelqu'un qui est comme toi, hein. Un jeune homme, un jeune homme qui en vaut la peine. Je vais parler d'Omar Sy. Omar Sy, c'est celui que tout le monde aime. Omar Sy, c'est celui qui amène sa joie de vivre avec son rire contagieux. Et je parle aujourd'hui d'un phénomène qui est très à la mode sur le plan de la communication audiovisuelle, c'est la série. Omar Sy est l'acteur principal d'une série qui s'appelle Lupin. Et la série intitulée Lupin parle comme on le sait, d'Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est celui qui a, comment je peux appeler ça, c'est celui qui a
j'allais dire en Wolof Bambane, hein, c'est celui qui nous a vu grandir, qui nous a cajolé, qui nous a aimé. Et Arsène Lupin avec Georges Descrières, c'était le feuilleton quand on était encore au primaire, au début du collège, le gentleman cambrioleur. Yeah. Et c'est quand je vois Omar Sy jouer cette série-là, ça me revient à l'esprit d'une boutade, une réflexion qu'avait eu un autre acteur quand il a dit à un de ses collègues, moi j'ai envie de jouer pour toi. Il lui dit, ah moi j'ai pas de rôle pour un noir. C'est pas, on est acteur, on n'est pas noir. Oui. On est acteur parce que c'est une profession, on est acteur parce que c'est une passion, on est acteur parce qu'on est acteur tout simplement, mais on n'a pas à être noir ou blanc pour être acteur. Alors c'est la réflexion. Et je me dis, mais tiens, celui qui a mis Omar Sy, Arsène Lupin, c'est la réponse à celui qui a dit à quelqu'un que oui, je ne peux pas te prendre parce que tu es noir et moi je n'ai pas aucun rôle pour un noir. Et il a magistralement interprété Arsène Lupin. Moi, j'ai été nourrie à la série Arsène Lupin. J'ai été nourrie à la série, au feuilleton, parce que nous, on disait feuilleton avant. J'ai été nourrie au feuilleton Arsène Lupin. Et chaque fois, c'est ça le problème. Quand on connaît une série, quand on connaît une histoire, dès qu'on va jouer, on fait une comparaison. Et là, pour la comparaison, j'ai été bluffée. Omar Sy m'a bluffé. Quand il disait avant, moi je ne suis pas vraiment un acteur, là il n'a pas raison. C'est complètement faux. C'est vraiment ce qu'il a dit, c'était un grand mensonge. Parce que je le vois jouer de ces scènes. Je t'ai parlé de cette scène-là, là où il change pour le premier épisode, là où il change le bijou, le faux bijou en vrai bijou. Ah mais c'est extraordinaire. C'est vraiment une prouesse physique, en plus d'une prouesse par rapport aux techniques cinématographiques. Et voilà pourquoi, merci Omar Sy. Encore une fois, merci. Ben, je veux juste ajouter, Innocente, pour finir, que ce film-là est en train de renverser en popularité tous les autres films, y compris, par exemple, cette série qui a fait sensation, Casa del Papel, je crois, del Papel. Mais Omar Sy, justement, cette série commence à faire le tour du monde. Et un grand succès aux États-Unis et dans le monde. Et justement, les gens sont pressés de voir la suite. Parce que ça ne s'arrête pas à l'épisode 5, je crois. Oui, c'est ça. On a bénéficié de beaucoup de traductions. Voilà, justement. Et c'est un grand succès. Et voilà. Moi, j'aime bien quand les jeunes, quand les Africains, etc., partout où ils sont, mettent en valeur la culture africaine, la culture noire, etc. Bien sûr, la culture des autres civilisations, voilà, mais mettre en avant notre culture qui a été souvent mise en mal. Sur cette voie aussi. Mais justement, c'est pourquoi ce garçon-là, à chaque fois, je vais l'inviter pour qu'il vienne, parce que je vois en lui un relais justement de cette culture-là, sous la forme de l'islam, sous justement cette envie qu'il a de soulever des montagnes, parce que c'est ce qu'il fait là. Oui, sous la bannière des valeurs humanistes qui n'ont ni nationalité, ni couleur et ni religion. Merci beaucoup. Je disais, par exemple, pour le concours d'art oratoire, parce qu'on me disait oui, mais l'idée en fait de construire ce concours d'art oratoire en langue vernaculaire, je disais en fait, quand on ferme les yeux... Combien de langues? On n'a pas choisi de langue. Oui. On n'a pas choisi de langue, on a choisi 10 établissements. Enfin, on a ouvert les inscriptions sur des établissements. Et on a 10 participants en fait par établissement. Après, chacun viendra checker en fonction de sa langue. Mais il y avait une question qui revenait aussi parce que aujourd'hui, tu peux avoir un blanc, mais qui est gabonais. Oui. Et qui parle la langue, tandis que tu as un noir qui est gabonais mais qui ne parle pas la langue. Absolument. Et après, ça fait cliché, black history, mais tu te retrouves avec un blanc et tout. Et moi, je leur disais que quand on ferme les yeux, on ne voit pas la couleur, on entend la culture. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de rester avec nous. Passez une bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.